Mes chers camarades, bien le bonjour. Je sais que, comme moi, vous aimez la mythologie et la littérature, et ce qui est intéressant avec les mythes, finalement, c'est qu'on peut tout à fait se les approprier. On pourrait même tout à fait considérer que la légende arthurienne est toujours en cours d'écriture, par exemple, puisqu'elle évolue encore de nos jours à travers des œuvres contemporaines, tout comme la figure mythologique de Thor, qui reprend du poil de la bête, avec les films de super-héros que nous avons eus ces dernières années. Ça tombe bien, aujourd'hui je vous propose de recevoir la célèbre romancière belge Amélie Nothomb, oui, dans cette vidéo, dans quelques instants. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Amélie c'est une romancière belge qui publie environ un roman par an depuis presque 20 ans, et vous êtes déjà nombreux à la connaître. Elle est membre depuis 2015 de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Elle est issue d'une formation en littérature et en philologie romane, et elle a remporté de nombreux prix littéraires. D'ailleurs, on peut même la retrouver dans les programmes scolaires de différents pays comme la Belgique, la France, le Québec, ce qui est pas rien quand même. Alors vous allez me dire, ok Ben, mais pourquoi inviter Amélie Nothomb si tu veux nous parler de mythologie? Eh bien parce que Audible, qui propose de très nombreux audiobooks sur son site et son application, a produit récemment son premier documentaire audio en 11 épisodes avec Amélie Nothomb justement, et ça s'appelle La Divine Comédie d'Amélie Nothomb, un voyage mythologique des enfers au paradis. Et elle va s'inspirer de la célèbre comédie de Dante pour raconter les grands mythes qui lui tiennent à cœur, en nous faisant voyager dans la mythologie grecque, dans la mythologie nordique, que je connais bien, et la culture biblique, le tout en rencontrant des artistes et des experts qui vont nous éclairer un peu sur le sujet. Le premier épisode est d'ailleurs en écoute gratuite exclusivement sur le site d'Audible et sur son application, alors ne vous privez pas pour aller y faire un petit tour. Bref. Ça a l'air assez cool, on va papoter maintenant un petit peu mythologie et Divine Comedy avec Amélie Nothomb et Laureline Amagneux, la réalisatrice de cette série. C'est parti. Merci déjà Laureline et Amélie d'avoir accepté cette interview, c'est vraiment chouette, je suis content de pouvoir vous recevoir sur Nota Bene. Merci à vous. Merci Benjamin, on est ravis. Alors avant même de parler du documentaire, pourquoi la mythologie Amélie? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? C'est une passion très ancienne chez moi. Je suis née à l'étranger, j'ai grandi dans divers pays. Et partout où j'arrivais, j'apprenais la mythologie du pays parce que c'était une très bonne façon de savoir où j'arrivais. C'est très simple la mythologie, c'est à la portée d'un enfant. C'est la meilleure des initiations à une culture. Et par la suite, même en étant simplement une Belge vivant en Europe, ça continue de me passionner parce que voilà, d'abord, c'est ce qui m'a fait grandir. Et puis, en tant que romancière, je ne conçois pas plus fécond que la mythologie. Alors, c'est accessible à un enfant et pourtant, il y a une profondeur quand même derrière. Bien sûr, mais les enfants sont extrêmement sensibles à la profondeur. C'est ça qui est formidable avec la mythologie, c'est qu'on peut s'y intéresser à l'âge de 5 ans et relire les mêmes mythes à 5 ans, à 15 ans, à 25 ans et ainsi de suite, et y trouver chaque fois du grain à moudre, quelque chose qui va vous nourrir d'une façon différente, mais ça vous nourrit à tous les âges. Et puis, c'est vrai que c'est une passion commune. Et Amélie connaît très très bien la mythologie gréco-romaine et la culture biblique. Elle avait cette idée dès le départ, en fait, d'aller de la figure d'Orphée à Jésus. Et donc, ça nous a permis de trouver une trame comme ça pour ce documentaire, parce qu'elle venait d'écrire en plus Soif à ce moment-là, quand on a commencé. Et donc, on s'est dit, Orphée descend aux enfers, Jésus aussi pendant 3 jours avant de s'élever vers le paradis. Donc, on a eu envie d'emmener les auditeurs vraiment dans un voyage initiatique qui partent des récits des enfers, qui permettent après d'explorer les liens entre les dieux et les hommes, et puis qui nous permettent d'aller vers la culture biblique ensuite et des visions du paradis. Et alors, c'est quoi justement la genèse de ce projet? C'est pas la première fois que vous travaillez ensemble, et pourquoi avoir choisi ce format, ce sujet, cette inspiration de la Divine Comédie? Laureline et moi, on a déjà souvent travaillé ensemble. Entre autres, Laureline avait tourné un magnifique documentaire sur moi en 2012 qui s'appelait Une vie entre deux eaux. Et entre Laureline et moi, mais comment vous dire, c'est le dream team. Je ne pourrais faire ce genre de travail qu'avec Laureline, parce qu'il faut non seulement travailler avec quelqu'un que l'on estime, mais en plus avec quelqu'un en qui on a la seule confiance qui vaille, c'est-à-dire la confiance absolue.
Donc, voilà, je sais que ça marche bien avec Laureline. On a aussi écrit 2 livres ensemble par le passé. Bon, par ailleurs, écrire un livre avec Laureline, c'est pas possible, tout simplement parce que écrire à 4 mains, je sais pas faire ça. Quand j'écris, je suis une espèce de despote odieux, intraitable. Donc, écrire à 4 mains, je pourrais pas. Donc, il s'est posé la question d'une œuvre commune, et là, c'est là que Laureline a eu l'idée, enfin, a appris l'existence du documentaire audio. Je savais pas que ça existait, j'ai trouvé ça absolument génial. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette complicité entre nous, on se connaît depuis plus de 20 ans. Et puis, et ça se ressent vraiment quand on travaille ensemble, et on sent qu'il y a une intimité, même dans l'audio, une proximité avec Amélie, que je pense l'auditeur ressent aussi. Et puis, il y a eu une autre rencontre, qui était la rencontre avec Audible, qui nous a vraiment proposé, donné une belle carte blanche pour pouvoir créer ce projet. Donc, on est tout de suite allé vers cette passion commune, la mythologie, pour imaginer cette série en 11 épisodes. Mais en fait, on s'est dit au départ qu'on ne voulait pas revenir raconter des mythes qui sont déjà connus. On s'est centré sur les mythes européens, mais qu'on voulait les aborder, comme Amélie est romancière, sous un angle artistique et littéraire. Donc vraiment, on revisite ces grands mythes, mais à travers des œuvres d'art, des artistes, la littérature, la sculpture et surtout la musique. Et alors, parlez-moi un petit peu du fond, justement, de quoi on va parler, qui on va faire intervenir dans cette œuvre. L'idée pour moi, c'était d'aller de ce que je connaissais un petit peu vers ce que je ne connaissais pas du tout. Ce que je connais pas trop mal, c'est la mythologie gréco-latine, la mythologie chrétienne. Je dis mythologie chrétienne parce que pour moi, dire religion, ça n'a aucun sens. Enfin, la mythologie gréco-latine, c'était de la religion à la base. Qu'est-ce qu'une religion? C'est une mythologie qui est encore en activité, c'est tout. Hein, donc voilà. Donc de partir de ces mythologies que je connais pas trop mal, pour aller vers les mythologies que je ne connais pas du tout. En l'occurrence, la mythologie nordique. Ça, alors, bien sûr, je ne pouvais pas faire ça toute seule. Laureline a contacté d'extraordinaires spécialistes de toutes sortes de mythologies, non seulement nordiques, mais aussi un spécialiste de Dante. Bon, j'avais lu la Divine Comédie de Dante, mais ça ne faisait certainement pas de moi une spécialiste de cette question. Donc, c'est un itinéraire qui est balisé par de vrais spécialistes qui viennent nous éclairer. Et parmi ces lieux, alors on s'est dit qu'on allait commencer par le musée Rodin, parce qu'il s'inspire à la fois des mythes gréco-romains et justement de la Divine Comédie de Dante, qui est une profonde source d'inspiration dans ce documentaire, et qu'il y a dans les jardins du musée Rodin l'extraordinaire porte de l'enfer, vraiment très imposante, et on a pu être reçus au musée en ayant le musée pour nous à un moment où il n'était pas encore ouvert, en juin dernier. Donc, c'était une expérience extraordinaire. Et puis ensuite, on a choisi d'autres lieux, notamment la salle Gaveau, parce que c'est une salle de spectacle musical, et qu'il y avait cette possibilité d'aller rencontrer des chœurs qui interprétaient la descente d'Orphée aux enfers. Et ça, c'était un des grands mythes qu'on avait choisi. On se rend aussi à l'espace Camac, qui est comme le dit Amélie dans le documentaire, c'est un lieu où il y a une forêt de harpes. Et on parle vraiment de cet instrument mythologique, qui est d'ailleurs présent aussi dans les sagas nordiques. Et puis, il y a aussi des passages en studio son, avec des rencontres avec notamment, comme le disait Amélie, des spécialistes, mais aussi des artistes musiciens. Parce que c'est vrai qu'on fait dominer la musique par-dessus tout, mais ça, c'était aussi le privilège de l'audio. Justement, ce format audio, il est un peu particulier, parce que moi, je sais que, alors quand j'ai commencé à écouter le documentaire, je me suis un petit peu allongé, et puis j'ai écouté comme ça, et je me suis fait tout de suite une réflexion au moment où on arrive au musée Rodin, devant cette porte des enfers, où il y a une description un petit peu précise de ce à quoi elle ressemble, et je me suis dit, mais finalement, ce format documentaire audio, c'est vraiment un mi-chemin entre la littérature d'un côté et le cinéma, l'image de l'autre, avec un cinéma qui a une image qui nous impose, entre guillemets, un visuel ou un imaginaire, et la littérature qui, de l'autre côté, va nous imposer le contraire, c'est-à-dire qu'il faut entièrement imaginer ce qu'on est en train de lire. Là, l'audio, on est vraiment dans une évocation entre les deux, quoi.
C'est complètement nouveau. Franchement, moi, j'ai été fascinée. J'ai d'abord cru que ce serait un petit peu de la radio, mais c'est beaucoup plus fou que de la radio. Parce qu'on est vraiment embedded, comme on dit dans le cinéma d'aujourd'hui, sauf qu'il n'y a pas d'image. Donc, comment dire, c'est comme si on avait inventé le cinéma pour les aveugles. Et ça fonctionne très très bien avec les voyants aussi. C'est ça qui est extraordinaire. Après, il faut dire qu'Amélie était très à l'aise à l'audio. Le fait qu'il n'y ait pas l'image, c'était totalement libérateur. Donc, elle s'est beaucoup amusée avec ce médium. Et puis, elle a vraiment pris le temps à chaque fois de décrire à la fois ce qu'elle voyait, ce qui se passait, d'essayer de transmettre des sensations à l'auditeur, de bien lui permettre de se repérer aussi dans l'espace, dans les déplacements. Et après, en termes déjà de documentaire, on tournait en enregistrant le maximum de sons possible dans le réel pour donner la sensation à l'auditeur d'être immergé dans les lieux. Et puis, on a travaillé après en montage avec de la création sonore. J'étais accompagnée de deux designers sonores, Virgile Van Gineken et Simon Cacheux, qui ont fait un très, très grand travail pour qu'on puisse déployer l'imaginaire de l'auditeur. Parce qu'en fait, ce qui était compliqué dans ce projet, c'est qu'il fallait à la fois être dans le réel, on est dans le Paris réel, on va d'un lieu à un autre, et en même temps essayer d'évoquer l'univers totalement fantastique des mythes. Donc, si on prend l'épisode 2, on est à la salle Gaveau, et puis voilà, on fait les rencontres, on entend les bruits, le craquement du parquet, on est vraiment dans ce lieu. Et à un moment donné, c'était pas du tout prévu dans l'écriture de l'épisode, mais on a perdu un intervenant. Donc Amélie s'est mise à la chercher et à descendre dans les sous-sols de la salle Gaveau. C'est vrai. Et on la suivait avec l'ingénieur son et la perche. Et ça, c'était formidable parce qu'on était dans la partie des enfers et tout à coup, ça créait une vraie descente aux enfers. On était vraiment descendu aux enfers, oui, c'était génial. Et après, en montage, ce moment-là, tout à coup, au niveau sonore, il bascule dans le fantastique avec des voix un peu inquiétantes. Et c'est tout ce travail-là qu'on a essayé de faire, de faire en sorte que le réel, ça puisse être tout à coup, par la magie du son, une porte ouverte vers l'imaginaire. Oui, et puis ça fonctionne. Hein. Bon, je sais qu'au début du documentaire, on vous retrouve chez vous, vous évoquez la pièce qui est au rez-de-chaussée, le métro en dessous. Ça donne envie de visiter, de voir concrètement à quoi ça ressemble. Euh, En tout cas, vous êtes beaucoup appuyé sur la Divine Comédie qui s'inscrit vraiment dans sa propre époque et qui fait référence à des classiques à son époque quand elle est écrite, à des classiques qui existent déjà. À Virgile, à l'Énéide, oui. Tout à fait. Et du coup, en réinterprétant finalement cette Divine Comédie, en s'en inspirant, est-ce que vous avez fait la même chose? Est-ce que vous vous êtes servi d'œuvres plus contemporaines? J'adore cette hypothèse, qu'il y ait une espèce de mise en abîme et qu'on fasse la nouvelle Divine Comédie, mais cette fois-ci, Virgile est devenu Dante. J'adore l'idée. Écoutez, soyons de la dernière des ambitions et de la dernière des mégalomanies. Oui, bien sûr, c'est ce que nous voulions faire. Et plus grave, c'est ce que nous avons fait. Non, mais c'est vrai que c'est génial le lien que tu fais parce que effectivement, Dante, il se met en scène à un moment de sa vie où il va pas bien, il a perdu le sens de sa vie, il est égaré dans une forêt obscure au tout début. Il rencontre Virgile, donc, qui est un artiste, qui est déjà décédé, qui va l'emmener faire ce voyage spirituel où il va descendre dans les cercles de l'enfer avant d'aller au purgatoire et puis au paradis. Et en fait, en chemin, il rencontre des artistes, il rencontre Homère, il rencontre Ovide, il rencontre des figures mythologiques gréco-romaines, il rencontre aussi des figures historiques avant d'aller vers des figures bibliques. Et c'est vrai que dans le voyage qu'on a imaginé avec Amélie, finalement, elle rencontre d'une manière métaphorique, mais des artistes qui ont disparu, comme Rodin, comme du 19e siècle, Marc-Antoine Charpentier, qui est le compositeur de la descente d'Orphée aux Enfers, qui est du XVIIe siècle, Snorri Sturluson du XIIIe siècle pour les Eddas nordiques. Et puis et puis aussi des artistes toujours vivants, et on évoque aussi des figures historiques. Donc c'est vrai que il y a quand même une structure qu'on reprend, dont on s'est inspiré, avec ce côté initiatique aussi qu'on espère vraiment transmettre à l'auditeur, c'est-à-dire que
on ne fait pas qu'aborder aussi des mythes. Je crois qu'on parle aussi du sens de la vie, de la bien relation sûr. à la mort, du pouvoir de l'amour. Voilà, il y a beaucoup de questions. Comment Oui. est-ce qu'on peut assumer aussi son destin? Il y a beaucoup de questions vraiment universelles Oui. qu'on fait affleurer comme ça dans le projet. Et en plus de tout ça, vous faites un peu de vulgarisation aussi, je me permets de c'est le dire vrai. parce que du coup, moi c'est un peu, voilà, je fais de la médiation culturelle mon métier, mais vous en faites aussi, c'est-à-dire que je reste sur le premier épisode parce que voilà, faut pas trop divulgacher, hein, comme on dit, mais quand on parle de Rodin, on en apprend beaucoup aussi sur sa vie, son état d'esprit à l'époque, l'état d'esprit dans lequel il est quand il doit construire cette fameuse porte des enfers, voilà, on apprend vraiment des choses qui sortent du cadre aussi de la mythologie. Mais si j'ose dire, c'est de la vulgarisation à la première personne du singulier, en ceci que moi aussi j'apprends. Je veux dire, au musée Rodin, il y a cette formidable dame, j'ai toujours envie de l'appeler la tenancière, mais c'est pas une tenancière de musée, enfin c'est La chef du service la culturel. chef, voilà, la chef de service culturel qui est venue m'expliquer toutes ces choses sur Rodin que j'ignorais complètement. Donc je les apprends en même temps que vous. Et puis on a essayé d'être le plus pédagogique possible pour que, voilà, même si c'était des sujets vraiment pointus, ce soit accessible à tous. C'était vraiment, ça nous tenait à cœur. Oui. Il y a beaucoup de musique dans cette série documentaire. Euh, la question est frontale et volontairement provocante, hein. C'est pour faire joli ou il y a une vraie signification? Alors, c'est certainement pas pour faire joli. Il se trouve que je place la musique beaucoup plus haut que la littérature. Je suis écrivain parce que je n'ai pas réussi à composer de la musique et parce que je n'ai pas l'ombre d'un talent musical. Mais tous les moyens sont bons pour enfoncer mon pied dans la porte de la musique, hein, et la mythologie est en connexion complète avec la musique. Là, particulièrement, le trajet qui consiste à aller des enfers au paradis ne peut être qu'un trajet musical. L'enfer, c'est sonore. Moi qui suis fanatique de métal, le métal, c'est la musique qu'on entend en enfer. C'est ce qui donne à penser d'ailleurs que l'enfer, c'est pas si mal que ça. Et par ailleurs, cette musique est indispensable non seulement pour cheminer aux enfers, mais aussi pour en sortir et puis pour découvrir d'autres, les musiques qu'on entendra au paradis, car le véritable intérêt d'aller au paradis n'est pas la vertu qui on s'en doute fondamentalement ennuyeuse, mais c'est d'entendre enfin cette musique, la musique des anges, dont on a toutes les raisons de penser qu'elle est extatique, que c'est une espèce de trip lumineux. Oui, et puis c'est vrai que dans le documentaire, Amélie dit à plusieurs reprises que la musique, ça peut nous sauver. Ça peut sauver l'âme, sauver de moments de désespoir. Et d'ailleurs, on finit aussi par le morceau de musique, l'hymne à la joie de Beethoven. Donc il y a tout ce cheminement vers une musique qui nous aide à choisir la joie, comme vous l'expliquez. Et on voulait vraiment que la musique, ce soit un guide aussi pour l'auditeur. Donc, il y a toute une composition musicale inédite qui a été créée pour ce projet, qui est d'inspiration classique et qui vient ainsi, comme un personnage, emmener l'auditeur d'un thème à un autre, d'un lieu à un autre, d'une émotion peut-être aussi à une autre. Et donc, ça a joué un vrai rôle même dans la narration. Puis après, il y a d'autres aspects parce que Amélie parfois fait référence à des extraits musicaux qui sont liés aux grands mythes et dont on peut entendre, voilà, par exemple pour les sirènes, on entend un extrait de Lily Boulanger. Et puis, il y a aussi les rencontres avec les artistes qui vont interpréter en direct pour nous des morceaux qui sont en lien avec les grands mythes, que ce soit Debussy à la harpe, et Amélie apprend à jouer de la harpe à cette occasion, mais aussi la nickel harpa que Amélie a adorée. Quelle merveille, cette nickel harpa, c'est donc un instrument ancien nordique, un aspect, je ne pourrais même pas vous dire à quoi ça ressemble. C'est très beau, c'est terriblement compliqué. La musicienne qui en jouait était elle-même une œuvre d'art. La connexion qu'elle avait avec son instrument, c'était juste pas croyable. Il y a eu des très très grands moments pendant l'enregistrement. Oui, puis c'est vrai que l'audio, finalement, ça mène aussi au visuel, parce qu'une fois que l'auditeur a imaginé tout cela, il y en a beaucoup qui sont allés voir après sur Internet à quoi ressemblait la porte de l'enfer ou nickel harpa. Voilà, même si on essaye de décrire, il y a eu cette envie d'aller plus loin après. C'est vrai.
Ah, c'est génial quand ça se passe comme ça. En tout cas, je note que quand le Covid sera fini, il va falloir qu'on se croise en vrai pour parler métal, Amélie. Ah, formidable, Ah oui. formidable. On a beaucoup à dire sur le sujet. Je pense qu'il faut on se fasse un Hellfest ensemble. Voilà. Oh, Ah ben ça. malheureusement, il n'y a pas de Hellfest 2021 et j'en suis tellement désespérée. Ah, on est beaucoup à être désespérés, oui. Pardon, mais quel est ce groupe de métal qu'on n'a pas pu inclure dans le documentaire, mais que vous adorez, que vous avez vu au Hellfest? Oh, il y en a plus d'un. Il y a Tool, bien Voilà, c'était sûr. Mais Tool. Tool, ça, c'est mon groupe mythique. À mon Mhm. enterrement, il faut que vous sachiez, soyez à mon enterrement, car il y aura du Tool. Quel type de préparation, on va dire historique, il y a eu? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez fait appel à des spécialistes. Comment vous les avez choisis? Quel type de travail de fond a été fait avec eux? Ça, la question s'adresse à Laureline, hein. C'est-à-dire qu'on a fait un très grand travail de recherche documentaire, documenté sur les différents mythes qu'on a choisis. Et on a cherché vraiment des universitaires qui pourraient à la fois poser le contexte historique, mais aussi la dimension symbolique, parce que c'est quand même cette dimension-là qu'on fait dominer. Et par exemple, on a choisi pour la mythologie nordique Pierre-Brice Stahl, qui est un maître de conférence à la Sorbonne et qui enseigne la civilisation nordique et en plus le vieux norrois, donc c'est la langue ancienne islandaise dans laquelle ces mythes sont écrits. Du coup, il a pu lire en direct à Amélie un passage en vieux norrois qui est un grand moment. Et puis, il pouvait vraiment nous introduire ces deux dimensions-là. Et après, c'est vrai qu'il y a un choix qui est subjectif. Par exemple, Manuele Gragnolati, qui est un spécialiste de Dante, c'est parce qu'il avait une vision du paradis de Dante qui mettait en valeur des paradoxes. C'est-à-dire que même si on fait un voyage des enfers au paradis, c'est pas un voyage de ce qu'il y a de plus terrible et douloureux à ce qu'il y a de plus heureux. Pas du tout, comme le disait Amélie. Il y a des éléments positifs aux enfers. Et en fait, au paradis, il y a de la nostalgie, il y a des manques, et ça, c'est une chose dont parle très très bien ce spécialiste. Alors voilà, là, ce sont deux exemples, mais voilà, on a fait des choix qui nous parlaient aussi très fort, et puis après, on a fonctionné par aller-retour avec Amélie par rapport au tram, au script, et puis on laissait aussi Amélie improviser en direct quand on enregistrait, et ça aussi, c'était phénoménal. Et Amélie a lu un livre qui l'a bouleversée pendant le premier confinement. Oui. Voilà, finalement, on a introduit dans le documentaire... L'essence de l'Odyssée de Jean Giono, qui est la version de Giono de l'Odyssée. C'est tellement génial. Alors, ça avait tout à fait sa place dans cette recherche. En tout cas, Pierre Bristal, que je connais un peu aussi, qui m'a aidé justement sur la BD, sur la mythologie nordique, et puis qui relie de temps en temps tout ce que j'écris sur les mythes nordiques sur la chaîne. Donc voilà, on a les mêmes bonnes sources. Il est adorable, on a adoré cette rencontre. Ouais, il était génial. Ouais. Ah ouais, Il est passionnant. Il est passionnant. Et alors justement, la mythologie nordique, vous la connaissiez pas trop, Amélie, et vous en avez pensé quoi quand vous avez commencé à découvrir cet univers? J'ai trouvé ça fascinant, mais vraiment fascinant, d'une espèce de barbarie grandiose, très compliquée, en même temps très subtile. Rien n'est figé. J'aime bien cette façon de... Voilà, finalement, le bien et le mal ne sont pas vraiment des catégories, c'est plutôt, il faut apprendre le bon mode d'emploi des choses, même le bon mode d'emploi du mal. J'aime beaucoup ça, c'est plein de sagesse. Et la notion de destin aussi, vous a beaucoup impressionné. Ah oui, alors là, le destin chez les gréco-latins, c'est pas mal, mais le destin chez les nordiques, alors là, c'est la suprême puissance. C'est absolument fascinant. Et vous avez trouvé justement des points des points communs entre ces différentes mythologies? Vous vous êtes dit, tiens, ça me fait penser furieusement à l'histoire que je trouvais ailleurs? J'ai plutôt vu des oppositions, mais des oppositions très riches. Et aussi, je me suis demandé comment les mythologies chrétiennes avaient pu entrer en résonance avec les mythologies nordiques. Or, elles sont allées très loin ensemble. Par exemple, à travers des figures qui ont dû rendre les choses terribles. Par exemple, le corbeau. Le corbeau, chez les Nordiques, c'est l'oiseau sacré par excellence. C'est le bon oiseau, c'est celui qu'on aime. Chez les chrétiens, le corbeau, c'est l'ennemi. C'est vraiment la sale bête. On tue le corbeau, c'est le pigeon qui est gentil. Alors,
qu'est-ce que ça a été Bon, les Scandinaves ont été évangélisés, ils n'ont pas trop rejeté le christianisme, mais rejeter le corbeau, ça, c'était pas possible. Alors, j'adore que les Scandinaves aient gardé le christianisme, pourquoi pas, hein, c'est pas la pire mythologie qu'on ait inventée, tout en gardant le corbeau. J'adore ce genre d'accommodement. Ça peut avoir l'air superficiel, ça ne l'est pas du tout. Pour moi qui suis obsédée par les oiseaux, que les Nordiques aient gardé le corbeau comme oiseau central de leur mythologie, je trouve ça très bien, parce que personnellement, je trouve que le corbeau est beaucoup plus intéressant que le pigeon. Et alors, de mon côté, c'est le contraire. C'est surtout les ressemblances que je vois entre ces différentes mythologies. Mais c'est parce que moi, celui qui m'inspire énormément, et je lui ai consacré aussi des ouvrages, c'est Joseph Campbell, qui est le mythologue américain, qui a trouvé la structure du monomythe à travers l'ensemble des mythes qu'il a étudiés. Et c'est l'idée d'un voyage du héros qui va partir à l'aventure, vivre des épreuves, essayer de trouver un élixir, passer justement par les enfers pour pouvoir expérimenter une renaissance. Et donc ça a été pour moi très très inspirant aussi dans ce projet. Et alors, comment on fait pour essayer de mélanger ces influences chrétiennes d'un côté et de l'autre, de mythologie un peu plus ancienne, que ce soit nordique ou gréco-latine, quand on voit les frictions historiques qu'il y a pu avoir entre les deux? Alors là, heureusement, il y a un exemple sur cette planète, c'est le Japon. Au Japon, beaucoup de mythologies sont nées, beaucoup de mythologies sont passées par là. Et les Japonais ont inventé la tolérance mythologique. C'est-à-dire que chaque fois qu'une nouvelle population est venue leur dire « Ah, vous êtes Shinto, ben, on vient vous proposer le zen. Ah, vous êtes zen, on vient vous proposer la religion catholique. » Les Japonais ont toujours dit « Bon, très bien, mais on va être zen, mais on restera Shinto, hein, mais on sera aussi zen, parce que c'est pas mal votre truc. » Puis les catholiques sont arrivés « Oui, non, ben, voilà, Jésus, tout ça. » Les Japonais, très bien, eh bien nous étions déjà Shinto et zen, on veut bien aussi, pourquoi pas, Jésus, il est intéressant. Et là, bien sûr, c'est là que les problèmes ont commencé, puisque les Portugais ont dit, mais vous n'y pensez pas à abjurer vos vieilles croyances, il ne faut garder que le christianisme, et c'est là qu'a commencé le grand froid du Japon vis-à-vis, on ne peut pas dire que c'est un rejet total, il y a une partie de la population japonaise qui est chrétienne, mais bon, c'est là que les Japonais ont commencé à comprendre qu'il y avait un problème ailleurs. Et je pense que les Japonais, voilà, c'est tout simplement, ils nous ont montré la voie. Il faut pratiquer toutes les mythologies, elles ont toutes quelque chose à nous apprendre. Et moi, j'ai envie de dire, si ça dérange les dieux, mais que les dieux s'arrangent entre eux, c'est pas notre problème après tout, si eux ne s'entendent pas. Nous, on n'est pas forcés de choisir. Et puis, historiquement, c'est pour ça aussi qu'on part de la mythologie gréco-romaine dans le documentaire, avant d'aller vers la mythologie nordique, et ensuite on passe à la culture biblique, parce qu'il y a cette porosité entre la mythologie nordique et la culture biblique. En tout cas, quand on se fonde sur le texte de l'Edda de Snorri Sturluson, voilà, il y a cette possibilité pour certains spécialistes qu'ils se soient inspirés de l'Apocalypse et voilà, de la Renaissance quand il a écrit les mythes nordiques, puisque c'est un texte qui date du XIIIe siècle et que l'Islande était déjà christianisée. Donc on parle du Ragnarok, de la fin du monde et de la naissance d'un monde nouveau avant de passer justement au paradis selon la vision biblique. Vous y faites référence, ça, dans la série documentaire, justement, au fait que ces sources, Snorri lui-même pratiquait la foi chrétienne. Vous y faites référence au fait que, bon, les mythes, les véritables mythes nordiques, je mets plein de guillemets parce que, voilà, qu'ils ont peut-être été, même sûrement été dénaturés, justement, par ces écrits chrétiens qui, parfois, ont pu vouloir leur faire dire autre chose. C'est vrai que c'est absolument désolant. C'est ça. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'impérialisme mythologique, quoi. Toutes les mythologies se valent. Et c'est extrêmement irritant quand une mythologie essaye d'acculturer une autre mythologie, de l'adoucir, de l'affadir. Justement, on chercherait plutôt on a plutôt cherché les mythes de base qui, en effet, sont tout sauf fades et sont extrêmement violents.
Mais Pierre Bristal nous a parlé quand même dans le documentaire de différentes sources, à la fois bien sûr l'Edda plus ancien que celui de Snorri, et puis aussi des sources archéologiques qui permettent voilà, d'avoir une idée plus juste de cette cosmogonie. Mais c'est certain que, en tout cas, dans le texte de Snorri, il y a une porosité. Donc, pour nous, la façon de la faire ressortir, c'était un peu de passer comme ça de la mythologie nordique ensuite à la culture biblique. Si vous deviez vendre votre documentaire aux gens qui regardent cette interview, Oula. comment est-ce qu'on les convainc? Oh là là. Bon, la mythologie a énormément à nous apporter à tous. Est-ce que Laureline et moi sommes de plus grandes mythologues que d'autres? Non, sûrement pas, mais on est assez accessible. On découvre les mythes en même temps que vous, donc on ne prend pas une position de savante, on fait ça parce qu'on veut s'informer. Donc c'est une manière de s'informer ensemble. C'est assez rigolo parce qu'on se sert d'instruments inédits. Comment s'appelle encore ce micro dont on se servait? Ah oui, on a travaillé avec un micro binaural, qui est un micro à 360 degrés et qui permet à l'auditeur de sentir où elles sont dans l'espace, s'il est à gauche, à droite, derrière lui. Donc voilà, il y a tout un travail avec ce micro par touche, parce que sinon on ne sentirait plus l'effet, et qui permet d'accompagner, d'être à côté d'Amélie, de vivre une expérience vraiment immersive et sensorielle avec l'audio. Et puis moi, je dirais qu'il y a le regard extraordinaire d'Amélie, qui traduit les mythes d'une façon complètement inattendue, singulière et très touchante aussi. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose éventuellement à cette interview? Ah non, moi je suis enchantée. Tout pareil. Si, on va faire la suite. Ah. On va faire la suite. On a décidé aujourd'hui qu'on allait faire la suite. Oui, avec Audible. Ouais. Ah bah voilà, ça c'est cool. On ne dit pas ce que ce sera, mais on va faire la suite. Ouais. Ça c'est une super nouvelle. Car il y a d'autres mythologies. Bon bah c'est sympa, en tout cas merci à vous d'avoir accepté cette interview. Merci Benjamin, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien avec Amélie Nothomb et Laureline Amanieu. Si ça vous tente de découvrir cette série, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site d'audible.fr ou sur l'application Audible. Non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier épisode est gratuit à l'écoute, mais si vous passez par le lien que je vous mets en commentaire, vous avez 2 mois offerts pour toute inscription à l'offre d'essai. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos d'histoire. Salut!